pour que tu aies le super visuel en enregistrement, le super visuel d'accueil. Super, au moins tu OK, parfait. C'est bon. Super. Bon, on est en petit comité, on va avoir peut-être d'autres gens qui se joignent à nous au fur et à mesure, mais c'est pas grave. On a déjà matière à se raconter nos vacances, hein, ou nos futures vacances. Donc ce que je vous propose, un petit rappel sur Ecofrugal, notre histoire. Alors oui, avant, pour celles et ceux qui ne sont pas d'Orange, il y a mon atelier Ecofrugal et puis il y a un petit logo collectif La Villa Bonne Nouvelle, tout simplement parce qu'on a la chance d'être hébergé chez Orange dans un lieu exceptionnel qui s'appelle la Villa Bonne Nouvelle, qui est un lieu qui favorise la coopération, l'hybridation entre les startups et Orange, voilà. Donc, il y a une majorité de gens d'Orange qui participent à cet événement, mais il est également ouvert à toutes et à tous. Donc notre histoire, hein, je vais vous en parler rapidement. Juste des chiffres qui est important de rappeler. Si tout le monde consommait comme un Américain, c'est 5 planètes. Un Français, 3 planètes. Ça prend en compte toute la pression sur les écosystèmes, les ressources, le renouvellement, voilà, des ressources, les terres arables et tout. Et c'est 243 000 personnes en plus par jour sur la Terre. Donc on a un double phénomène exponentiel, hein, de plus en plus, un gros impact et de plus en plus de monde. Et ce qu'on consomme bien sûr, le plus, bien sûr, c'est notre avenir. Et donc, Ecofrugal, la philosophie, c'est vraiment de donner envie de consommer moins, consommer mieux, consommer autrement. Alors, il se trouve que c'est très à la mode en ce moment, puisque vous avez entendu notre président annoncer la sobriété. Avant ça, c'était les PDG de Engie, Total Energy et EDF aussi qui appelaient les Français à la sobriété. Alors, Ecofrugal porte ce message depuis très longtemps. On ne parle pas de sobriété, mais on parle de frugalité. Et la frugalité, vous allez voir, c'est aussi une philosophie, hein. C'est pas ni la restriction ni la contrainte, c'est un mode de vie choisi, éclairé, informé, qui permet aussi d'améliorer sa qualité de vie. Donc, pour revenir sur cette question, comment consommer moins, mieux, autrement, bah, la philosophie d'Ecofrugal, c'est vraiment de se dire, alors oui, alors il y a ce petit visuel, hein, si tout le monde est partant pour la planète, pour une planète, voilà, pour agir. Par contre, quand il faut changer de mode de vie, c'est plus compliqué. Et donc, la question, c'est comment donner envie, hein, comment embarquer avec soi-même et puis les autres, ses collègues, ses amis, sa famille, sur ce chemin. Et la conviction, hein, alors, ça, c'est la fameuse histoire d'Ecofrugal parce que ça a vraiment été un catalyseur, c'est de faire la pédagogie des solutions, c'est de montrer aux gens ce que la transition peut faire pour eux aussi en termes de bien-être, de pouvoir d'achat, de santé et de confort. Donc là, vous avez cet exemple, hein, qui se passe même de commentaires. En plus, je pense que toutes celles et ceux qui ont déjà participé connaissent par cœur l'histoire, mais j'insiste dessus parce que, voilà, en fait, plutôt que de dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour la transition, c'est vraiment faire la pédagogie des bénéfices. Et c'est ce qu'on va faire ensemble sur les vacances. Parce qu'il s'agit bien sûr pas que les vacances éco-frugales soient ratées, que les vacances éco-frugales soient barbantes, c'est tout le contraire. C'est des vacances, en plus, c'est passer de meilleures vacances. C'est seulement avec cette promesse qu'on va pouvoir donner envie aux autres et à soi-même de se lancer dans les vacances éco-frugales. Éco-frugalité, voilà, rapidement, c'est toutes les solutions à la fois économiques et écologiques. Donc, on a toujours aussi à l'esprit le pouvoir d'achat, parce que le pouvoir d'achat, c'est aussi le pouvoir de vivre. Et on pense qu'on peut concilier sobriété, frugalité avec le pouvoir d'achat. Après, tout dépend comment on réinvestit, hein, son argent. On peut réinvestir, voilà, dans une rénovation solaire, une rénovation thermique, dans l'achat de produits bio, voilà. Le guide éco-frugal, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il est en téléchargement sur le site de mon atelier éco-frugal. Est-ce que Kenza, peut-être si tu peux mettre le lien dans le chat, ça vous évite d'avoir à vous inscrire sur le site, même si je vous encourage bien sûr à aller sur le site. Comment on passe du livre que j'ai écrit aux ateliers? Ben, tout simplement, c'est encore plus efficace si les solutions, elles viennent de votre collègue, de votre meilleur ami. Pourquoi? Parce que c'est la force de la recommandation. C'est plus chaleureux, ça donne envie. Donc voilà. Et donc, à partir de ça, on a créé des ateliers. Le principe, c'est que les gens se réunissent, on crée des box d'animation sur différentes thématiques et on va échanger ces bons plans. Et ça, via l'intelligence et l'émulation collective, on va adopter des nouvelles pratiques. Donc aujourd'hui, on le fait en vidéo. Bien sûr, en présentiel, c'est mieux, mais c'est quand même, la visio est quand même bien utile. Et donc l'objectif de l'atelier, ça va être vraiment, en fait, de mettre en commun nos solutions. Donc moi, j'ai plus un rôle d'animateur que de sachant, parce que l'idée, c'est qu'on se rende compte vraiment qu'il y a énormément à mutualiser si on coopère et qu'on peut tous, ensemble trouver des solutions pour, réduire l'impact, des vacances. On va éviter les débats, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps. C'est très orienté solutions pratico-pratiques. On parle de ce qu'on fait, hein, de ce qu'on a testé. Comme j'ai dit, la conférence est enregistrée. Et si vous prenez la parole, vous allez pouvoir le faire via un outil qu'on utilise, WooClap, mais aussi en chat ou directement en activant votre micro.
Donc là, on va laisser... Juste, Oui, pardon, Kenza. j'ai pas accès au chat, Ah, ok. donc je peux pas vraiment Sinon, envoyer les liens. Donc je sais pas s'il y a possibilité de m'ajouter au chat. alors sinon c'est pas... Si tu peux, Diane, sinon, de toute façon, on vous enverra à tous les participants le lien. Kenza, tu peux Donc, réessayer. ok. Donc là, on va utiliser un super outil qui s'appelle MOOClap. Je suis vraiment enthousiaste sur cet outil. C'est un outil qui a été, au départ, été utilisé par des profs et qui se prête très bien à ce genre d'interaction. Donc, le principe, c'est que vous allez sur votre téléphone portable, pas besoin de charger l'application, vous tapez wooclap.com. Donc, je répète, wooclap, wooclap.com, et vous allez avec le code suivant. Donc, c'est en lettres, c'est OH T comme Thomas, E comme Édouard, H comme Henri, U comme Uruguay. Et vous allez le mettre en fait dans la petite fenêtre qui apparaît en haut, tout en haut, c'est marqué code. Alors voilà, c'est un quiz pour que ce soit plus interactif et aussi pour que vous puissiez faire des contributions. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, vous pouvez toujours aussi interagir en prenant la parole. Mais voilà, on va dérouler quelques questions, quelques quiz ensemble. Donc si c'est bon pour tout le monde, sinon le code il est rappelé ensuite sur chaque slide où il y a des questions. Les 11 commandements des vacances éco-frugales, je ne vais pas tous les lire parce qu'on va les découvrir et puis le temps passe très très vite. Mais en gros, en fait, c'est bien en amont, il faut penser ces vacances bien en amont. Ensuite, avant de partir, le jour J, et sur place. Et donc, on va faire une sorte de déroulé chronologique autour des bonnes pratiques. Voilà. Et puis, alors on va commencer par le premier commandement. Mais juste avant, pourquoi en fait on fait un atelier sur les vacances éco-frugales? Tout simplement parce qu'en fait, le tourisme génère énormément de pollution. Alors, il y a la pression sur les ressources, bien sûr, hein. La bétonisation des côtes, ça peut être l'utilisation voilà, de plastique, enfin voilà, de matières premières. Il y a aussi une destruction de la nature et des pertes d'habitat. Ça, c'est très important parce que c'est la cause numéro 1 de destruction de biodiversité, c'est la destruction de nature et perte d'habitat, notamment via la bétonisation des côtes et l'artificialisation des sols. On augmente la pollution, bien sûr, parce que sur un endroit donné, il va y avoir plus de plastique, plus de lumière, plus de bruit, voilà. Donc ça aussi, c'est pas bon pour la biodiversité. Et bien sûr, le tourisme est énormément générateur de gaz à effet de serre. On va en parler après. Alors bien sûr, le tourisme est aussi un secteur économique très important. Juste pour rappel, en France, c'est 90 millions de touristes qui viennent chaque année, première destination touristique mondiale. Mais vous verrez après, ça a aussi des conséquences sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors, je vous propose, pour commencer, un petit quiz. Quel pourcentage des émissions de gaz à effet de serre liées au tourisme représente-t-elle mondialement? Donc, je vous invite à voter en ligne. Alors, on va être assez rapide parce que le quiz, ce n'est pas l'essentiel. Donc, vous pouvez voter. C'est bon pour tout le monde? Si vous me dites, si vous voyez le... 2 secondes parce que Voilà. j'ai pas eu le temps de mettre le code. Le code? J'avais Moi, pas ça eu. marche pas, mais c'est pas grave. Ah bon. Sinon, le code, je leur donne, c'est en haut, c'est tout en haut sur le slide, c'est OHTEHU. Voilà, mais de toute façon, c'est pas, vous n'êtes pas noté, il n'y a pas de score à la fin, c'est pas essentiel, mais c'est juste pour prendre une question, comme dirait Jean-Marc Jancovici, connaître les ordres de grandeur. Voilà, pour ceux qui, ici, les conférences de Jean-Marc Jancovici, il adore les ordres de grandeur. Eh bien, la réponse, c'est que vous êtes une majorité à avoir une mauvaise réponse, c'est 8% des gaz à effet de serre, le tourisme. C'est quand même colossal. Et en France, c'est plus que ça. Comme je vous ai dit que la France est la première destination touristique mondiale, c'est 11%. Voilà. D'où aussi l'atelier vacances éco-frugales aujourd'hui, bien sûr, sachant qu'on peut concilier vacances éco-frugales aussi avec le pouvoir d'achat, les économies, on va en parler. Donc tout de suite, ce que je vous propose, on a, premier commandement, je choisis bien ma destination et le type de vacances. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole là-dessus? Comment bien choisir sa destination et le type de vacances pour réduire son impact? Est-ce que vous voulez partager vos idées, vos futures vacances, vos idées de vacances là-dessus? Bien sûr, moi, je vais vous donner quelques pistes, mais ce serait bien de vous entendre. N'hésitez pas, soyez pas timide. Prendre Ouais. le train? Alors oui, alors ça, on va en parler, des moyens de transport, comment arriver à destination, mais bien sûr, ça participe à la destination. On peut se dire, on choisit une destination qui est accessible en train, tout à fait. Alain?
Bah, justement, enfin, c'était ça et puis en plus, là, c'est pas bien de commencer un atelier, en étant, j'ai une auréole qui va s'installer au-dessus de mon crâne. C'est-à-dire, je pars à l'étranger, mais pas très loin et je pars en train. Ah! Voilà, Ah voilà. bah, non, mais Je c'est et ce qui me donne exceptionnel. l'occasion justement, je descends, à Rome en train, mais ce qui nous donne l'occasion à l'aller de s'arrêter à Turin, que je ne connais pas et Ouais, au retour de nous arrêter à Milan. ouais, c'est Voilà, en excellent. fait, alors qu'on aurait pu prendre l'avion, bon. Mais Alors, bon, oui et mon auréole a déjà disparu là, je sens ça. ah non, non, mais c'est un super exemple. Ça veut dire en fait que, dans le choix de ta destination, le mode de transport a joué. Tu t'es dit: «Je vais à Rome» parce que Rome est accessible en train, même si ça va prendre du temps, même si c'est peut-être, plus cher que l'avion. On en reparlera de ça tout à l'heure. Ça, c'est un petit peu un inconvénient sur le train longue distance, mais tout à fait. Alors, autre chose, là, on a commencé à parler de moyens de transport, mais c'est vrai que ça détermine aussi le destination de vacances. Mais tout simplement, on a oublié, mais il y a énormément de destinations touristiques en France qui sont extrêmement dépaysantes. Il y a des endroits qui ressemblent à des lagons, aux Caraïbes, et donc je voulais vous parler en fait de Greenpeace qui fait un guide du tourisme en France où il y a plein de destinations. Par exemple, voilà, le Verdon et autres. En fait, voilà, le Covid a été aussi pour beaucoup, hein, l'occasion de redécouvrir le tourisme en France. On pouvait avoir de l'exotisme à portée de main. Il y a aussi un site, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Chiloé. Est-ce que ça vous dit pas? Est-ce Non, que ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. non. Mais Chiloé, on est toujours sur la slide du sondage, ouais, c'est normal, ouais? D'accord. on est toujours sur, ah pardon, je vais revenir en arrière. Toujours sur le choix de la D'accord. Ah destination et le oui, type de voilà. vacances. Alors OK. pourquoi je vous parle de Chiloé et de Greenpeace? C'est que le guide, des vacances, c'est qu'en fait, des fois, on manque un peu d'imagination. On a tendance automatiquement à se rappeler des agences de voyage, des belles vitrines, hein, des affiches, l'exotisme, mais voilà, on oublie souvent qu'il y a aussi énormément de lieux de destination, en France ou dans une distance proche. Je pense par exemple aussi, hein, on n'en a pas parlé, mais on peut aussi voyager comme tu le fais Alain, et on peut aller jusqu'au Maroc par exemple en voiture si on est plusieurs, c'est du covoiturage, c'est des super vacances. En plus, au passage, on découvre Séville, on découvre Tanger. Vous voyez, il y a plein de destinations comme ça qu'on peut découvrir, tout en réduisant son impact et en allant quand même, jusqu'à 1000 à 2000 kilomètres de Paris sans prendre l'avion. Donc ça, c'est la destination et le type de vacances. Pourquoi je parle de type de vacances? Parce que vous voyez bien que si vous choisissez un package, comme on dit all inclusive, ou si vous faites vos propres vacances, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi d'après vous? Pourquoi c'est pas du tout la même Personnel chose d'un point de vue environnemental? Comme on peut personnaliser, on n'est pas obligé d'accepter des choses qui nous conviennent pas. Exactement, tout à fait. En fait, quand vous allez dans des packages, bah, automatiquement, on va vous imposer des tas de choses, voilà, la bouteille d'eau automatiquement, et donc en fait, vous n'allez pas avoir trop de, comment dirais-je, d'impact sur votre empreinte environnementale. Vous n'allez pas avoir la main dessus parce qu'en fait, les choix ont déjà été faits pour vous. Ça, c'est la première chose. Plus, généralement, les voyages qui sont organisés, les packages, c'est pas forcément les plus respectueux de l'environnement en général. C'est souvent le tourisme de masse. Donc, quand on fait un voyage sur mesure, comme le fait Alain, généralement, on a plus la main. Voilà. Alors que si Alain avait choisi un package, je pense, pour Rome, je pense pas qu'il aurait trouvé le package avec le train offert, même si je pense que d'ici quelques années, ça va changer ça. Parce qu'il y a voilà, il y a un gros besoin de changement de la part du public, enfin un appétit là-dessus. Donc premièrement, le type de vacances aussi, ben, c'est aussi de la rando-tourisme. Ça, c'est des vacances où voilà, on n'y pense pas, mais on peut partir de plus en plus. Des gens partent en famille, vont faire les bords de la Loire en vélo, la Seine à vélo, ça a été ouvert l'été dernier, moi j'ai eu l'occasion de le faire, Paris, Le Havre en vélo, c'est vraiment magnifique. Donc ça, c'est des idées aussi de vacances auxquelles les gens ne pensaient pas auparavant et qui sont aussi des vacances économiques très exotiques. Est-ce que d'autres personnes ont des idées de type de vacances, un peu comme ça, écolo, original dès le départ? Alors, je vais vous parler d'un autre type de vacances original aussi, ça s'appelle le woofing. Est-ce que ça vous parle? Le woofing, c'est un peu comme le séjour à la ferme, donc on s'engage à travailler en échange de l'hébergement. Alors, on peut faire, c'est pas forcément, des fois, ça peut être des destinations très lointaines, la Nouvelle-Zélande et autres. Dans ces cas-là, les gens partent 6 mois, 1 an, ça peut se justifier. Mais sinon, on peut faire aussi du woofing proche, hein, en Irlande ou ailleurs.
Et l'autre chose aussi que vous pouvez faire aussi, c'est les séjours à la ferme en France. Ça se fait beaucoup. Est-ce que certains d'entre vous l'ont déjà fait? Bienvenue à la ferme, ce genre de choses. Non. C'est des expériences nature, voilà, où dès le départ, vous savez que vous allez consommer local, que ça va être des vacances à impact environnemental réduit. Voilà, je vous propose de passer à la piste d'action suivante, mais voilà, je voulais inciter, c'est ce travail bien en amont de réflexion, comme l'a fait Alain, hein. Comment on peut imaginer des vacances? Et pour ça, il ne faut pas hésiter non plus à échanger avec celles qui ont fait des vacances. Alain, quand il aura fait ses vacances à Rome, il pourra partager ses bons plans après avec des personnes, voilà, pour lui expliquer un petit peu voilà, si ça s'est bien passé et quel est l'intérêt. Alors, ensuite, je choisis bien mon hébergement. C'est certes, ça peut être un petit peu lié à ce qu'on s'est dit avant, mais en fait, vous allez voir qu'il y a quand même, voilà, la destination, c'est une chose et l'hébergement, c'en est encore une autre. Alors, un petit quiz, voilà. Quel est le taux d'artificialisation de l'ensemble des côtes françaises de la Méditerranée? Donc 6,27. Je lance le sondage. 6,27. Alors, il y a une minuterie, hein. 12,27 ou 20. Donc 6, 12, 6%, 12%, 20%. Alors, OK. Alors, en fait, dans la bonne réponse, c'est 12%, mais c'est déjà énorme. Ça veut dire que c'est 12% des côtes qui sont déjà bétonisées. Alors, c'est notamment dû au complexe, aux villas qui se construisent en bord de mer, mais aussi tout ce qui est digues, infrastructures, des ports, ce genre de choses. Alors, il faut savoir qu'en Corse, ce chiffre est assez faible, hein, c'est que 2,5%. Par contre, si vous allez à Malaga, pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà pris des vacances en Espagne, Malaga, par exemple, la région de Malaga, c'est 100% d'artificialisation. Alors, vous me direz quel rapport avec la question que je vous ai posée précédemment? J'imagine que vous voyez le rapport. C'est tout simplement choisir un lieu d'hébergement qui ne va pas participer à la surenchère à l'artificialisation. Donc, comment on peut faire ça d'après vous? Est-ce que vous avez des idées? Pour éviter, admettons que vous voulez un endroit, mais vous ne voulez pas participer à la pression foncière, comment on peut choisir un lieu, d'après vous, qui soit plus respectueux? Bah, ça va passer par le fait justement de ne pas prendre les solutions resort, tout ça, qui doivent être complètement, qui doivent artificialiser dans tous les sens. Et je dirais basiquement, aller entre guillemets chez l'habitant, quoi. Exactement. Alain, merci beaucoup, parce que c'est la meilleure solution. C'est le même principe que le covoiturage. Optimiser les actifs existants, les infrastructures existantes, plutôt que d'être en permanence dans la surenchère et de construire des nouveaux actifs qui seront très peu utilisés. On utilise les infrastructures existantes. Alors, au-delà de ça, on va en parler après, il y a plein d'avantages à séjourner chez l'habitant. Parce que c'est pas juste un habitat, c'est aussi plein de conseils, c'est aussi, éventuellement sur place, vous pouvez avoir accéder à des vélos, plutôt que louer, c'est très économique, tout à fait. D'autres avantages comme ça à choisir, à part séjourner chez l'habitant, qu'est-ce qu'il y a d'autres modes de séjour qui soient assez respectueux de l'environnement, Ah. en termes d'hébergement? Dormir dans sa tente? Ouais, Christine, merci, tout à fait. Le camping, condition pas de faire du camping sauvage, on en reparlera. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a l'échange de maison. Alors ça ressemble L'échange de maison. Ouais, Voilà. merci. Ah, bah, on a été simultanés. C'est Sophie qui vient de le dire? Oui, 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 Ouais. parce que je le faisais il y a quelques années, ouais, et je compte le refaire. Alors, C'est mieux que l'échange de maison, Airbnb. Ouais, c'est ouais, plus simple, c'est plus sympa. Il y a une convivialité, c'est très et puis, bon, des coups, on fait des super trips, hein. et pourquoi c'est mieux qu'Airbnb, selon toi, Sophie? Parce que Airbnb, maintenant, c'est devenu un tel niveau, enfin, les gens considèrent chez toi comme un hôtel Ouais, et on tombe sur des gens qui parfois, enfin, te prennent, pas pour leur bonne, mais enfin, ils te laissent, l'appartement dans un état, même si tu as quelqu'un pour nettoyer ou ranger, ils te déménagent les meubles, enfin, tu as des trucs mmh, incroyables. Alors mmh, que l'échange de maison, c'est réciproque. mmh, Tu as les clés de la personne et vice versa, donc chacun prend soin de la maison de l'autre, voire des animaux, des plantes, et cetera. Donc c'est assez sympa, puis en général, bah, tu discutes un peu avant, tu fais quelques vidéos, tu prends contact avec les gens et du coup, on se voit, et enfin bon, voilà, c'est autre chose ouais. comme mentalité. Et est-ce Tu que as tu des as un sites s à recommander? ouais, Ah bah voilà. Oui,
Voilà, Ça merci. s'appelle Home Exchange, échange de maison. C'est international. Et puis, tu as des propositions selon là où tu habites. Tu hallucines quand tu vois les propositions, si tu t'y prends assez à l'avance. Ça coûte 150 € l'adhésion annuelle. Tu peux faire toute l'Europe, voire plus loin. Et même Alors, certaines personnes proposent leur voiture à destination. Moi, je sais que j'avais fait l'Italie comme ça. Je sais plus, je crois que l'on avait dû y aller en train. Et puis, à destination, il y avait la voiture. alors, Sophie, j'adore ton exemple parce que ça coche vraiment énormément de cases. On voit bien que là, en fait, inversement, les gens, c'est un échange. Alors, c'est pas forcément simultané, hein, parce que vous n'êtes pas obligé de trouver Oui, la ils ont personne. fait Ouais, des points ouais, maintenant. il y a des Ils ont fait points. des systèmes de C'est points pour ça. des gens qui ont. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont des résidences secondaires. Et donc, c'est un système de points. Ça permet de faire un échange l'été et puis peut-être partir ailleurs en hiver. Donc, Ouais. voilà. Donc le troc, ça reste du troc, en fait, de l'échange, mais Oui, c'est plus ça reste souple du parce troc. qu'il n'y a pas d'instantanéité et vous n'avez pas forcément échangé avec la personne qui vous a prêté sa maison. Ça peut être une autre personne. Autrefois, ça s'appelait Guest to Guest, hein. C'est un site français au départ qui a été lancé par des Français et c'est devenu maintenant Home Exchange. C'est les Euh, profs qui avaient lancé ça. Parce qu'ils exactement, avaient le temps, 2 mois de vacances, mais pas l'argent pour voyager aussi longtemps. c'est ça. Voilà, c'était ça le principe. Bon, Et maintenant, on trouve tout c'est type de complètement. profil, hein. Ouais, c'est ouvert et c'est complètement éco-frugal, tu le disais, parce que aussi, sur place, tu as pas besoin de louer la voiture. Parce qu'une voiture louée, c'est toujours plus par exemple, sur des îles comme Minorque, Majorque, toutes les voitures louées, vous les importez sur l'île, alors que si vous utilisez une voiture existante, c'est quand même mieux. Ça rend service aussi, hein, arroser les plantes, s'occuper des chats, réduire le risque de cambriolage. C'est vraiment, ça coche toutes les cases. Et puis l'avantage, Sophie, aussi, tu l'as pas mentionné, mais c'est que les gens vont te donner leurs bons plans, les bons restos, Oui. ou faire le Ouais, marché, ce genre de choses, ouais. ouais. En fait, c'est un système un peu différent. Souvent, tu laisses quelque chose. En fait, quand tu arrives, on te laisse un petit peu à manger pour au moins pouvoir te débrouiller quand tu arrives sur place et pouvoir te reposer. Et vice-versa, tu peux faire un cadeau, enfin un petit truc, hein, c'est Mmh. pas. Euh, ça- Il y a plein de choses, en fait, c'est beaucoup plus convivial. Franchement, le souvenir que j'en garde, c'est ça. Et ce que tu disais par rapport à Airbnb aussi, c'est que Airbnb maintenant, on peut se dire, c'est des gens qui prêtent leur appartement, mais en fait, de plus en plus, il y a des gens qui font d'immobilier Airbnb. C'est-à-dire qu'en fait, dans des villes comme Barcelone, mais même Paris, en fait, ça met une pression foncière, ça augmente les prix locaux, tout simplement parce que c'est des appartements qui vont en fait prendre la place des habitants qui sont exclusivement dédiés au tourisme. Ouais. Alors, ça, c'est limité hein, maintenant. En fait, Ouais. la plupart des copros rajoutent une mention Ah oui. sur la durée de. Enfin, si tu veux louer ton Mm. appartement, ils te mettent une durée maximum. Et ça, c'est à les copros en Île-de-France? Parisienne. Oui, À oui, parce que Parisienne. alors, Ah moi, ouais. j'habitais plein Paris, donc Ok. dans le 11e, je peux te dire que mon appart avait du succès. Ah ouais. Et en fait, après, ce qu'on avait rajouté comme clause, c'était de limiter, je crois que c'est moins de 3 mois de mémoire, et Ouais. quasiment tous les copros font ça, pour éviter justement cette espèce de turnover Ouais. ou de bruit, parce que bon, tout le monde n'est pas respectueux par rapport à ça. Voilà. Mais l'échange de maison, en plus, tu préviens tes voisins, donc au cas où, si toi t'es parti, c'est eux qui donnent les Ouais. clés. S'il y a un souci, ils te Ouais. disent, enfin, pour mettre les poubelles à tel endroit. Enfin, c'est beaucoup plus sympa. Écoute, merci beaucoup pour ce témoignage, ça donne vraiment envie. Alors encore faut-il avoir quelque chose à échanger, hein, mais s'il y a quelque chose à échanger, c'est bien. Rapidement, parce qu'il y a d'autres pistes d'action, mais juste j'insiste sur des labels de plus en plus qui existent. Est-ce que vous avez entendu parler du label Clé Verte, par exemple, tout ce qui est village vacances pour le tourisme, un label tourisme éco-responsable, Clé Verte. Et pour les gîtes de France, hein, qui est aussi quand même plutôt un moyen éco-frugal, parce que les gîtes de France, ça encourage aussi la rénovation de l'existant, même si c'est des gîtes qui sont dédiés à l'hébergement de tourisme, c'est souvent de la rénovation, la préservation du patrimoine. Et Gîtes de France a aussi un label qui s'appelle Écogîte. Voilà. Dernière solution, enfin, non, il y en a d'autres, mais aussi les auberges de jeunesse. Là, c'est optimisé en termes d'hébergement. C'est des dortoirs. Donc, vous optimisez, en fait, vous réduisez la bétonisation par rapport à un hôtel où chaque chambre va représenter 20 ou 30 mètres carrés, une grosse emprise foncière. Tu Je vous- as une Ouais, autre chaîne qui est proche des auberges de jeunesse, c'est Hostels.
Et Ah, du coup, c'est la même chose, mais c'est comme c'est le même principe que les auberges de jeunesse. C'est des hôtels de style auberge de jeunesse, sauf que tu as une vraie chambre comme dans un hôtel. Elle est toute petite, par contre. ouais, C'est ok. le prix d'une auberge de jeunesse. Et dans cette chaîne-là, en fait, tu as, comment ça s'appelle, ils font venir, il y a des trucs de cours collectifs, il y a des ateliers, etc. Donc en fait, il y a une espèce de partage, tu as une cuisine aussi, enfin, c'est le même système que l'auberge de jeunesse, mais du coup, tu as une chambre individuelle. Ok. Alors, ça me fait penser aussi, il y a tout ce qui est hôtel capsule aussi, voilà. Ça, c'est connu pour le Japon, mais ça se fait de plus en plus, voilà. Je vous propose de passer aux petites actions suivantes. Alors, il faut voir aussi que tous les modes d'action qu'on préconise, c'est souvent beaucoup plus économe, hein, bien sûr, hein. C'est à la fois écologique et plus économe. Ah, peut-être quelqu'un a allumé son micro. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est au téléphone avec nous, qui a laissé son micro allumé. Alors, je choisis les moyens de transport les moins polluants. On en a parlé. Mais juste un petit rappel, quel pourcentage de gaz à effet de serre représente le transport aérien à l'échelle du globe? Alors, petite question rapide, hein, 10 secondes, voilà, pas plus. On va se concentrer sur les solutions. 2%, 4% ou 8%? Alors, eh ben, c'est moins que ça. C'est moins que ça, mais ça reste quand même considérable. C'est 4%. 4% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, ça reste beaucoup, et c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est exponentiel. En fait, le trafic, la croissance du trafic aérien, elle a été ralentie, mais c'est 5% par an. Donc, vous voyez, c'est une exponentielle. Donc là, cette année, ou juste avant le Covid, on était à peu près 4,5 milliards de passagers, et ça va doubler d'ici 2035. Donc, vous voyez très bien que l'impact du transport aérien peut doubler, on peut arriver à 8. Vous êtes plusieurs à avoir voté 8, mais on n'est pas loin. D'ici 15-20 ans, on peut arriver déjà, on peut doubler. D'où l'intérêt, bien sûr, de choisir une destination pas trop lointaine. Et on n'en a pas parlé, mais s'il n'y a pas de choix, parce qu'on ne va pas non plus, il faut aussi quand même imaginer qu'on a envie de découvrir le bout du monde, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire si on doit absolument prendre l'avion, d'après vous? On paye un tribut, un éco, je sais plus comment, un éco-kilomètre, ou je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, la compensation carbone, alors c'est Ouais. un moindre mal, mais c'est mieux que rien. Mais c'est vrai que la compensation carbone, c'est souvent de la plantation. Il faut savoir qu'en fait, quand vous prenez l'avion, c'est des émissions de gaz à effet de serre qui sont immédiates, mais quand vous allez planter en échange, en fait, vos émissions de gaz à effet de serre, elles vont être compensées, mais dans les 10 ou 15-20 prochaines années. Donc, il y a un différé. Et puis, des fois, en fait, on a tendance à privilégier des monocultures qui vont grossir très, très vite, comme les cactus, les pins, mais qui vont un peu se faire au détriment de la biodiversité. Mais bon, ça, c'est de plus en plus pris en compte. Vaut mieux faire la compensation carbone quand même. Qui d'autre veut? Non, Ouais, moi, les questions que je me pose des fois, même si ça fait bien longtemps que j'ai pris l'avion, c'est éviter les vols, enfin, privilégier les vols directs. ouais, Parce que quand même, ce qui consomme beaucoup, c'est atterrir, décoller. Alors bien ouais. souvent, malheureusement, c'est moins cher de prendre un vol avec Ouais, ouais. Indirect, ouais. indirect. Avec des Je sais correspondances. pas, dans le choix et des compagnies et des types de vols, je sais pas. Je me pose des questions là. Ouais. Alors, je vais vous donner quelques éléments. On va pas trop s'attarder sur l'avion, mais il y a des compagnies qui ont des flottes récentes qui sont beaucoup moins, qui consomment beaucoup moins. Aujourd'hui, un avion récent, par exemple l'A220, l'Airbus A220, ou même la 320 Neo, c'est autour de 2,5 litres au 100 par personne. Alors que la 380, qui est déjà plus vieux, c'est presque 3 litres. Donc, il y a la flotte, l'âge de la flotte. Alors, de plus en plus, les compagnies aériennes l'affichent, hein. Ils vont mettre aussi l'âge de la flotte, la consommation. Et l'autre chose, on n'en a pas parlé, mais si on doit partir au bout du monde, et je comprends qu'on puisse avoir envie de découvrir la planète, c'est en fait peut-être partir moins souvent, mais plus longtemps. C'est-à-dire faire un vrai break, on en a besoin. Faire un congé sabbatique avec sa famille, 2 mois de vacances, par exemple en Nouvelle-Zélande, voilà, ou faire un voyage tous les 3-4 ans, mais vraiment faire un très beau voyage, où on ne va pas faire juste un aller-retour, on est encore jet-lagué et qu'on doit repartir. Et en plus, l'avantage, quand on est sur place, on prend le temps, on peut vraiment s'immerger dans la culture, profiter. Ça, c'est la première chose. Déjà, voilà. Moins souvent l'avion, mais partir plus longtemps. Et puis après, effectivement, Alain l'a mentionné, c'est privilégier les vols directs. Ou alors, si on fait des vols indirects, c'est dans ce cas-là prendre le temps de profiter des escales, rester longtemps sur place pour découvrir. Dans ce cas-là, on optimise son déplacement.
Et puis, alors, il y a le bateau aussi. Ça reste compliqué, mais on peut faire des traversées. On peut trouver des armateurs comme CGM, CMA CGM, qui proposent des traversées entre Le Havre et Québec. Mais bon, ça, voilà, c'est un autre type de vacances. C'est des vacances en soi. Voilà, il faut prévoir 15 jours. Et c'est quand même coûteux. Alors, je reviens sur le moyen de transport le moins polluant. Bien sûr, c'est le train qui est le moins polluant, mais il faut bien voir que si vous partez en vacances et que vous remplissez votre voiture, vous êtes à 4, là, ça devient en termes d'empreinte carbone assez intéressant. Vous réduisez quand même votre empreinte carbone considérablement. Si votre voiture consomme. Oui, pardon, voilà. Ah, Non, c'était pas moi. ok, pardon. Voilà, donc ça, c'est du covoiturage. On part en vacances, on fait du covoiturage. Les étudiants connaissent bien ça, hein. Ils partent en vacances nombreux dans leur voiture. Et puis aussi, le moyen de transport le moins polluant, c'est sur place. Sophie l'a mentionné, s'il y a déjà une voiture qu'on peut emprunter. Et surtout, privilégier, pourquoi pas, les vélos et la marche à pied. Si vous êtes en vacances, par exemple, c'est l'occasion de vous dire, ben, mes courses, voilà, le marché est à 500 mètres, 1 km, 2 km la plage, je vais y aller à pied. C'est l'occasion aussi de faire de l'exercice. Voilà. Donc, avoir ces réflexes-là, et c'est l'occasion, voilà, de tester de nouvelles formes de mobilité qu'on ne teste pas pendant le reste de l'année. Je pense notamment au vélo. Alors, vous avez vu, il y a un déroulé, hein, on prépare en amont son déplacement, et puis là, le jour J se rapproche, je mets mon logement en hibernation. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi, d'après vous? Qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir en vacances pour réduire l'impact de son logement? Parce que son logement, bah, il est toujours là. Débrancher Tu coupes. l'électricité, couper l'eau, voilà, tout ça. Ouais. Alors, Ouais. couper l'eau, ouais, important parce que, sauf si vous avez un arroseur goutte à goutte, attention, hein, parce que mais couper l'eau parce qu'en plus, il peut y avoir des petites fuites, une petite fuite d'eau, hein, ça peut être considérable en termes de mètres cubes d'eau sur un an. Donc, couper l'eau. Ça évite aussi les mauvaises surprises, des accidents. Si jamais, en votre absence, voilà, il y a une canalisation qui cède, ce genre de choses. Ensuite, l'électricité. Est-ce qu'on coupe l'électricité totalement ou pas? On éteint le disjoncteur? Non, 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 c'est les appareils. Certains appareils, parce que le frigo ou congélateur, il a besoin de tourner, par exemple. Voilà. Et il Mais par faut contre, aussi, ouais. il y a l'internet en particulier, mais il faut avoir si on a une alarme, il faut qu'elle soit branchée, il faut qu'elle ait une sécurité, qu'elle ait une carte GSM en dehors. C'est un peu la problématique aujourd'hui des abonnements d'alarmes qui sont proposés. Il faut penser à ça, à déporter l'alarme sur autre chose. Qui est-ce qui parle? C'est Sophie? C'est Sophie, ouais. Ouais, alors Sophie, excellente remarque. Je te remercie beaucoup parce que c'est très les vacances aussi risque de cambriolage. En fait, il ne faut pas débrancher son Wi-Fi si l'alarme, bien sûr, est reliée au Wi-Fi. Et au passage, les voleurs. Et malheureusement, les voilà. box Voilà. sont des choses qui consomment. Et en plus, exactement, ça consomme. Et ce que tu proposais, effectivement, les clés 4G, c'est en plus une garantie anti-vol. Ça permet d'éteindre sa Oui. box parce que la clé 4G va fonctionner. Et en plus, les voleurs ne peuvent pas débrancher les box, Exactement. une clé 4G aussi facilement qu'une box. Ouais. Donc, idéalement, débrancher sa box. Hein. Je vous rappelle qu'une box, c'est quand même la consommation d'un réfrigérateur. Toutes les veilles, y compris, par exemple, le micro-ondes, ce genre de choses, il faut enlever les veilles. Et tu mentionnais réfrigérateur, congélateur. Qu'est-ce qu'on fait? On met en mode éco. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne va pas l'ouvrir, le réfrigérateur, donc on peut le mettre vraiment en mode éco. Il n'a pas besoin de produire autant de frais. Donc, on peut faire ça. Voilà. C'est un moyen de réduire. Les Alors, machines je vais à vous montrer. laver, les machines à laver sèche-linge restaient branchées tout le temps, ça consomme. Ouais. Aussi les télévisions qui, le plus souvent, n'ont plus d'interrupteurs pour les arrêter, donc il faut les débrancher. Comment tu dis, pardon, les quoi? Les télévisions. Ouais, ouais. Tu regardes les complètement. nouvelles, elles n'ont plus Ouais. d'interrupteur. Il n'y a plus de veille. Donc il faut les débrancher. Ouais. À moins d'être Exactement. bricoleur et de rajouter l'interrupteur, ce qui se fait, hein, mais voilà. Qu'est-ce qui consomme? Parce que moi, je sais que j'ai fait le test, hein. Franchement, il y a vraiment une diminution. Bon, après, il y a les cafetières. Ouais. C'est des choses qu'on laisse en veille. Les ordinateurs de PC. Exactement. Donc, en fait, il y a quand même énormément de multitudes d'appareils en veille. Juste, l'ADEME disait qu'il y a autour de 80 à 90 € par an pour un foyer, hein, de consommation en veille. C'est l'occasion de les éteindre. C'est l'occasion aussi, à nouveau, hein, de réduire le risque d'incendie, ce genre de choses, de court-circuit. C'est important, bien sûr. Et puis, on n'en a pas parlé, mais le chauffage. Alors, parce que nous, on part en vacances en été, mais en hiver, on met le chauffage hors gel et on éteint son ballon d'eau chaude. Et ça, c'est important parce que je pense qu'on est très nombreux à l'oublier, à ne pas le faire.
Alors que le ballon d'eau chaude, avec l'inertie, si vous partez 1 jour ou 2 jours, l'éteignez pas forcément, mais dès que vous partez plus de 2-3 jours, aujourd'hui, il faut éteindre son ballon d'eau chaude. Au passage, j'en profite pour dire que la plupart des ballons d'eau chaude sont réglés à une température trop élevée, 65 ou 70, à l'heure où en fait le gaz est rationné, on peut le baisser à 55 degrés. Voilà, petit conseil au passage. Chauffage mode hors gel, bien sûr, voilà. Et autre chose, dans les réflexes, avant de quitter la maison, de fermer la porte, on offre les produits alimentaires à ses voisins. Et l'avantage, c'est que aussi, de cette manière, vous pouvez peut-être vider votre frigo, et dans ce cas-là, vous pouvez carrément débrancher. Si vous avez vérifié qu'il n'y avait rien qui nécessitait d'électricité, vous pouvez carrément éteindre l'électricité, couper le courant chez vous. L'arrivée d'eau, on en a parlé. Et au passage, quand on fait ça, c'est aussi l'occasion de voir les consommations, s'il y a des résiduels en termes d'électricité ou d'eau. Et puis, tout à l'heure, tu en parlais, Sophie, demander à un voisin, voilà, de s'occuper de ses plantes, parce que si on perd ses plantes, hein, c'est aussi un impact environnemental, nourrir ses poules, ce genre de choses, bien sûr. Au passage, ça crée du lien social. Et on en parlait, plutôt que de laisser un logement vide, le prêter, et puis ça réduit aussi le risque de vol, ça peut être à des membres de la famille, ce genre de choses. Donc là, on est parti, enfin, on a fermé la maison, on voyage léger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, d'après vous, voyager léger? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi voyager léger? Pourquoi voyager avec un sac à dos Ah, on écologique? voyage pas avec. Alors, je suis désolée hein, s'il y a des gens qui se sentent concernés, mais quand je vois des gens qui prennent des valises de 600 kilos, là, qui font. Voilà, pour partir en vacances en été, on prend le minimum, quitte à laver une petite robe. Voilà, on prend. Voilà, Ouais. on fait réfléchir. Je sais pas comment t'expliquer quoi. On évite les déchets, on prend des shampoings ou des savons en solide. Ouais. Voilà, Merci, tout ça, des Rachel. choses, et puis des choses qu'on peut partager, quoi. Quand moi je pars en vacances avec des copines, on se fait une liste. Toi, tu prends le dentifrice, moi je prends le savon, et ainsi de suite. Excellent, excellent. Rachel, j'avais pas pensé à cette technique, mais oui, bien sûr, la mutualisation. Et tu mentionnais les shampoings solides et les savons solides. Alors, pourquoi c'est intéressant aussi, les shampoings et savons solides, d'après vous? Parce que tu n'as pas de plastique. C'est vrai que ça... Ouais, exactement. Et c'est surtout, si vous prenez l'avion, souvent les gens se retrouvent à jeter des tas de produits parce que c'est des contenants liquides. Et en fait, vous voyez, dans les aéroports, il y a énormément de gaspillage. Voilà, on jette la crème solaire, on jette les shampoings, on jette le gel douche, tout simplement, parce que ça fait plus de 100 millilitres. Voilà, c'est peut-être anecdotique, mais Qui ça ne évite sont de pas jeter. recyclés, hein. Qui ne sont pas Qui ne recyclés. sont pas recyclés. Non, Sophie, ils les donnent même pas à des associations, parce que quand je suis partie en Corse, là, au mois de juin, j'aurais posé la question quand j'ai vu tous les trucs. Je me dis, est-ce qu'au moins vous les donnez à des associations? Et en fait, non. Ouais. Parce Et qu'en fait, ça, beaucoup de gens se font avoir, ont oublié ou n'ont pas l'histoire des 100 millilitres en tête. Et c'est dommage parce que c'est vraiment des produits souvent neufs. Et c'est exact. même pas donné à des assos. Complètement, j'avais ADP posé la est très question. mauvais Ouais. pour ça. Ouais, et complètement. Et sans compter que aussi il y a tous les objets, voilà, métalliques, le coupon, la pince à épiler qui peuvent être confisqués, voilà. Donc ça, mis bout à bout, ça fait quand même énormément de volume de déchets. Voyager léger, c'est aussi avoir un sac à dos écologique. Vous avez déjà entendu parler de cette expression, le sac à dos écologique? C'est en fait un peu l'impact de tous les objets que vous possédez. Et un sac à dos écologique, par exemple, si vous partez en vacances, vous pouvez le réduire paradoxalement en emmenant aussi des objets qui vont être, plutôt que d'acheter sur place. Combien de personnes vont acheter un tuba, un masque sur place? Donc, pour réduire votre sac à dos écologique, l'impact environnemental, empruntez avant de partir, demandez aux gens autour de vous des palmes, des masques, des tubas, des objets comme ça, pour éviter d'avoir à les acheter tout simplement. Ça, c'est du bon sens, ou acheter dans une ressourcerie. Le matériel sportif, pareil pour les chaussures de randonnée, il faut les tester avant, mais plutôt qu'acheter du neuf. Ça réduit votre sac à dos écologique. Donc, vous allez certes emporter peut-être un peu plus de choses, mais au global, le sac à dos écologique, c'est-à-dire l'impact que vous avez sur l'environnement, va être réduit. Quoi d'autre pour voyager léger? D'autres idées? C'est quoi l'intérêt de voyager léger? C'est que vous payez moins, bien sûr, parce que de plus en plus, l'aérien, ils vous font payer, bien sûr, les bagages.
Et sans compter que, bien sûr, plus vous transportez de masse, de volume, plus il y a d'impact carbone pour un avion, mais aussi pour une voiture. Si vous avez le coffre trop chargé, vous allez consommer plus de carburant. Voilà pourquoi il faut voyager léger. Voilà. Et puis, c'est plus confortable. Voilà. Si vous perdez pas vos bagages comme ça à l'arrivée à l'aéroport, si ADP a un problème avec son tapis de bagages, vous voyagez léger. On va passer. Là, vous êtes partis, ça y est. J'espère que vous êtes déjà dans vos vacances. Vous voyez partir, vous êtes sur la route. Et là, maintenant, on est arrivé sur place. Et sur place, bien sûr, il va falloir garder les bonnes habitudes. Continuer à réduire ses déchets et trier sur place. Donc, un petit quiz. Oui, C'est pardon. Rachel. J'ai une remarque. On Ouais. embarque sa gourde. Voilà. Parce qu'à l'aéroport, ça nous évite d'acheter une bouteille si on est à l'aéroport ou dans un train ou dans une gare. On remplit Merci, notre Rachel. bouteille d'eau et on peut la promener toutes les vacances à la plage en rando. Parce que quand je vois le nombre de gens qui se promènent avec des bouteilles d'eau, je suis désolée, mais ça me fait mal au cœur. Et Tu Rachel, vois, moi j'ai plutôt l'image question de française. quand je suis partie, beaucoup de gens avaient avec le sac à dos en bagage à main, avaient leur gourde. Ah, c'est cool Pour la... ça. Ça évolue, ouais. Ouais, de plus en plus, ouais. Ouais. Bah oui, comme de toute façon, tu te fais virer ta bouteille d'eau juste avant de monter dans l'avion, donc tu la re-remplis à ce moment-là et c'est pas mal d'avoir la gourde. Et ça passe très bien au niveau de la sécu. Exactement. Et alors, juste une chose au niveau de la sécu, si vous avez des gourdes et que vous allez à des concerts pendant les vacances, concerts plein air, attention, des fois les gourdes, mon problème, il y a des salles de concert, même en plein air, qui empêchent les gens de venir avec leurs gourdes, parce qu'ils ont peur que ce soit des projectiles. Donc juste gardez ça à l'esprit pendant que j'y pense, voilà. Mais bien sûr, la gourde, c'est la priorité. Alors justement, merci Rachel, merci Sophie, parce que, excellente transition par rapport au quiz. Combien de bouteilles plastiques sont produites chaque minute dans le monde? 100 000 Beaucoup trop. chaque minute. 100 000, 500 000, 1 million. Donc, je vous invite à voter, pardon, oui, à voter tout simplement. Donc, 100 000, 500 000, 1 million. Alors, vous êtes une majorité à trouver la bonne réponse. C'est 1 million de bouteilles plastiques. C'est colossal. Pour ceux qui ont déjà fait l'atelier zéro déchet, il faut se rappeler que le plastique, 50% de l'utilisation de plastique, déjà, c'est lié aux emballages. C'est considérable. Et en plus, le plastique, on voit très bien sur les lieux de vacances à quel point ça peut impacter les écosystèmes. Voilà, les baleines, les tortues qui vont ingérer du plastique. Donc ça, on peut agir très concrètement. Rachel le mentionnait, sur place, on utilise une gourde. Alors, la question qu'on doit se poser, bien sûr, sur place, c'est est-ce que l'eau est potable ou pas? Est-ce que vous avez le réflexe de poser la question? Parce que souvent, les gens partent du principe que l'eau est... Ils sont étrangers, ils se disent l'eau n'est pas potable. Alors que ça, l'inverse, l'eau peut être potable. Et c'est un vrai problème moi, que j'ai rencontré plusieurs fois en Grèce, où il y a des endroits où l'eau n'est pas potable, Ouais, où on se lave à l'eau saumâtre, on prend une douche à l'eau saumâtre. Voilà, et c'est pas simple parce que là, on se tourne vers la bouteille en plastique. voilà. Enfin, plutôt la bonbonne de 10 litres. Alors voilà, merci Alain pour Pourquoi? ces... Tu peux très bien te laver, juste pas la boire, c'est tout. Oui, mais il faut boire aussi, il faut boire. Ouais, voilà. Mais non, c'est pour Alors, boire, pas pour ma douche. Je prends pas ma douche à la bonbonne. Alain, Non, non, mais voilà, on est d'accord. c'est voilà, très bonne remarque parce que en fait, il y a des endroits, bien sûr, l'eau n'est pas potable. Qu'est-ce qu'on fait? On achète des bonbonnes. Plus elles sont grosses, mieux c'est. Ils peuvent même y en avoir des fois des consignés, donc ça, c'est encore mieux. Et pourquoi plus c'est gros? Parce que ça réduit quand même le plastique par rapport au litre d'eau. Et ce que vous faites après, vous transvasez, bien sûr, dans votre gourde. Parce que vous n'allez pas vous balader avec une bonbonne de 5 litres. Ça, c'est la première chose, bien sûr, là où l'eau n'est pas potable, mais toujours se renseigner, parce que sur place, si l'eau est potable, voilà, c'est dommage d'acheter de l'eau en bouteille. Quoi Après, d'autre? l'eau Ouais, potable, tu peux aussi mettre des capsules à l'intérieur ou oui, mettre t'as aussi des charbons que tu peux mettre à ouais, l'intérieur. Ça la purifie, en tout cas. ouais, complètement. Alors, c'est un peu plus déjà, tu vois, c'est un peu plus aventureux, Ah, mais c'est plus route, ça. c'est plus route, hein. Faut pas avoir peur, mais oui, c'est aussi une possibilité. Et j'insiste sur les consignes de tri. Donc, bien sûr, réduire ses déchets. Alors, on parle des gourdes, mais il y a plein d'autres choses, hein. Éviter tout ce qui est vente en parté, emballage et tout. Mais ça, c'est vrai pour la vie quotidienne. Et les consignes de tri. Les consignes de tri, c'est important parce que on se dit, des fois, on arrive dans un pays, c'est un peu on est fatigué, on oublie. Bah, la plupart des pays ont mis en place des consignes de tri, sauf qu'elles ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Est-ce que vous avez des expériences par rapport à ça? Est-ce que vous voulez en parler? Comment vous faites consignes de tri dans des pays étrangers, par exemple? Comment
Comment vous vous renseignez? Bah, ça dépend des pays, hein, parce que quand on va, justement, si je fais le grand écart entre la Grèce, il y a longtemps, Ouais, c'est mieux maintenant, hein, où bah, de toute façon, le tri n'était pas là. Et un séjour dans une ville allemande où là, on passe ouais, un quart d'heure devant la porte du local à comprendre les 10 bacs différents. Mais c'est bien expliqué, hein. c'est Mais ça. Et Alain, c'est exactement ça, en fait. Les règles varient énormément d'un pays à l'autre. Même en France, hein, on sait que les bacs ne oui, sont pas tous de la même couleur. Et donc, quand vous arrivez dans un endroit, en particulier si on vous a prêté votre maison, les gens vont prendre le temps de vous expliquer où se trouvent les bacs de tri, et de vous rappeler les consignes de tri et vous dire où sont, par exemple, les conteneurs. Prenez le temps de vous renseigner parce que voilà, c'est pas parce que c'est les vacances qu'on doit oublier les consignes de tri, hein. Vacances, j'oublie tout, bien sûr, hein. C'est le titre de ce webinaire, sauf la planète. Renseignez-vous sur les consignes de tri. Ça, c'est très important auprès de l'occupant. Si vous êtes en Airbnb, hein, c'est quand même, ça arrive aussi. Pareil, demandez aux gens où se trouvent les consignes de tri, où se trouvent les bacs de tri pour pouvoir continuer à trier. Alain le mentionnait, si vous êtes en Allemagne, c'est pas seulement aller ramener au conteneur, c'est carrément vous allez pouvoir échanger vos bouteilles plastiques et récupérer un petit, je crois, quelque chose de l'argent, hein, une consigne, c'est ça? ouais. Ouais. Oui, il y a des systèmes, ouais. Donc ça, c'est bien se renseigner au niveau local, bien sûr. Et Ils d'autres utilisent idées par beaucoup le rapport verre à... en Allemagne, hein. Oui, Ouais, Ils utilisent beaucoup le verre en Allemagne, attention. C'est ouais. plus le verre qu'ils utilisent. Alors, il y a aussi les bouteilles Coca avec du plastique très dense, je sais, alors moi, c'est Diane qui m'en avait parlé, je crois, où ces bouteilles de Coca, là, je crois, sont consignées. D'autres idées sur la réduction du gaspillage, des déchets, le tri en vacances? Avant qu'on passe au sujet suivant. Vous avez d'autres idées? On a fait le tour des consignes de tri. Bon, je vous propose de passer à la piste d'action suivante. Mais ça, c'est important, j'insiste, parce qu'encore une fois, en vacances, des fois, il y a un relâchement, on est fatigué, on n'y pense pas, alors que voilà, il faut continuer. Et surtout, les pays qu'on visite, des fois, sont des pays aussi qui sont déjà sous tension en termes de biodiversité. Je pense aux pays méditerranéens, où c'est bien un endroit où il ne faut pas rajouter des déchets. C'est ce genre d'endroit qu'on appelle des hotspots, hein, en termes de biodiversité. Je vous propose de passer à la piste d'action suivante. Sur place. Alors oui, non, juste, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. La réduction des déchets. De même que quand vous partez de chez vous en vacances, vous donnez les restes alimentaires. Quand vous quittez votre logement, en fait, ne jetez pas tous vos restes alimentaires. Vous êtes en vacances une semaine, je ne sais pas, dans un Airbnb. En partant, ne jetez pas toute la nourriture à la poubelle. Proposez-la je sais pas, aux Aux riverains, gens qui viennent aux après. gens qui viennent après. Si c'est des produits secs, huile, tout ça, bien sûr, on laisse, comme ça les autres pourront en profiter. Voilà, c'est évident. Mais peut-être le rappeler. Alors maintenant, consommation d'eau et d'énergie sur place. On a vu qu'on part, hein, on coupe tout chez soi, ou le maximum est sur place. Encore une fois, souvent, on a tendance à visiter des lieux qui sont sous tension, où il y a un stress hydrique comme le bassin méditerranéen. Un petit quiz. En moyenne, en français, combien consomme-t-il de litres d'eau par jour? 50, 100 ou 150 litres? Alors, 150, une seconde. Bon, c'est égalité, c'est 150 litres. 150 litres d'eau, c'est quand même très important. C'est 55 mètres cubes d'eau par an. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la consommation d'eau quand on est en voyage, quand on est à l'étranger? Surtout on est dans des endroits des fois qui sont sous stress hydrique. Est-ce que vous voulez partager votre expérience là-dessus? On peut réduire la consommation d'eau grise, pas celle que vous utilisez directement au robinet, mais celle qui va être nécessaire. Par exemple, si vous achetez que des produits importés, en fait, c'est de l'eau qui est importée. Si vous achetez de la pastèque, par exemple, c'est moins de consommation d'eau, ces produits locaux. Autre exemple, tout ce qui est serviettes dans les hôtels et tout, en fait, si vous les utilisez tous les jours, elles vont aller au lavage, ça va consommer énormément d'eau, la blanchisserie. Donc vous savez ce qu'ils disent, hein, si vous ne l'utilisez pas, laissez-le sur le porte-serviette. Comme ça, la personne comprend que la personne qui s'occupe du nettoyage comprend qu'il ne faut pas la mettre à la blanchisserie. Ça, voilà, ça peut sembler des détails, mais il y a énormément de consommation d'eau qui est liée aussi à la blanchisserie, au nettoyage. D'autres idées par rapport à la consommation d'eau?
Si des endroits sous stress hydrique, hein, même si c'est à l'hôtel et que tout est payé, on fait peut-être attention. C'est pas pour autant qu'on va prendre des bains à rallonge. Quand même penser à la douche, ce genre de choses. Donc ça, c'est l'eau. Sur la consommation d'énergie, ça, c'est un gros sujet aussi. Là où vous allez souvent en période de vacances, c'est des endroits chauds, il faut Et, où il y a de la et- climatisation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? En euh, ventile, On ventile, on bien fait à la sûr. sudiste, hein. On ouvre les volets la nuit, on les ferme le matin à 8 heures et on nettoie les sols avec de l'eau froide. Exactement. Je vois que Je suis à Toulouse, hein, j'ai Ah l'habitude. ouais, tu as l'habitude, exactement. Donc, bien sûr, il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vous avez des idées? En fait, tout simplement, c'est bête, hein, mais la climatisation, on la met que quand on est présent. Alors, il y a des hôtels où vous savez, vous avez la carte et que vous fermez la porte de la chambre, ça va automatiquement désactiver la clim, mais évitez de mettre la clim quand vous n'êtes pas là. Voilà. La clim, c'est 10% de la consommation électrique mondiale et ça participe vraiment à l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc, la clim, voilà. Et se rafraîchir aussi, voilà, utiliser le ventilateur ou la ventilation naturelle si possible, voilà, pour ne pas rajouter encore plus d'émissions de gaz à effet de serre. D'autres idées? Sinon, je vous propose de passer à la piste d'action suivante, comme le temps passe vite. On a encore 7 minutes devant nous. Sur la consommation d'eau et d'énergie. Allez, les transports en commun sur place. Alors, tout à l'heure, on a vu les transports pour aller sur place, mais une fois sur place. Donc, les transports en commun. C'est aussi un moyen de découvrir la culture locale, hein, de voyager avec les locaux, prendre le train, comme on va le faire là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme intérêt à utiliser le transport local? C'est souvent... mais enfin, j'insiste Ouais, sur le côté aussi. Moi, j'avoue que quand je voyage, en effet, prendre le bus, le tram, ça fait partie du voyage. Je veux dire, complètement. ne pas prendre un taxi entre l'aéroport et truc, mais aller dans le train, parfois un peu Ouais, rigolo. Enfin, mais parmi mes plus beaux souvenirs de vacances, c'est des voyages, c'est des passages comme ça, hein, qui sont le plus rigolos, hein. Bah, surtout que le taxi, en général, c'est hors de prix, alors qu'un Oui, billet oui. de bus, c'est 6 fois moins cher. Et encore, je suis pas sûre. exactement. Et exactement. Tout à fait. L'éloge des transports locaux, merci Alain. Très important. Beaucoup plus économique. Ça fait travailler aussi les locaux si vous prenez un minibus plutôt que voilà, du Uber ou autre, hein, qui sont un peu comme les Airbnb. Bien sûr, sur place, on en a parlé. Bien sûr, optimiser ses déplacements, c'est privilégier quand même la marche. Il faut en profiter. C'est comme ça qu'on est surpris. En marchant, en fait, la route, on a tendance à suivre l'itinéraire principal en voiture. La marche, qu'on peut, c'est comme ça qu'on découvre les centres-villes, d'autant plus que les centres-villes sont de plus en plus interdits aux voitures. Sinon, voilà, on va survoler la destination. Le vélo, bien sûr. Et puis surtout, j'insiste, alors là, c'est vraiment un coup de cœur que je voudrais vous partager parce que c'est ce que j'ai fait l'été dernier. C'est les vacances, c'est le moment pour se lancer dans l'éco-conduite si vous avez une voiture. Alors, si vous louez une voiture sur place, c'est possible un modèle hybride, petite taille, hein, ça va avoir une grosse voiture. Mais l'éco-conduite, c'est le moment en vacances de se lancer dans l'éco-conduite. Pourquoi d'après vous? C'est le bon moment pour se lancer. Et l'éco-conduite, je rappelle, c'est 15 à 20%, hein, même plus, hein, d'économie sur le carburant. Eh bien, vous séchez, tout simplement parce qu'en vacances, généralement, on est moins pressé, moins stressé. Et en fait, l'éco-conduite, c'est l'art de prendre le temps, alors, d'avoir une conduite souple, pas nerveuse. Et ça peut être très, très rigolo, d'autant plus qu'aujourd'hui, les véhicules vous permettent d'afficher en temps réel votre consommation. Je ne vais pas m'attarder là sur l'éco-conduite, mais ça permet vraiment de faire des économies substantielles et vous pouvez voir en temps réel votre consommation. Donc, c'est aussi même un jeu si vous avez des enfants, voilà, en roulant, et on peut calculer sa moyenne, c'est assez ludique. Au passage éco-conduite, si vous êtes arrivé sur place en vacances avec votre voiture, une fois sur place, par exemple la galerie, ce genre de choses, enlevez-la parce que ça ne sert à rien de se balader toujours avec la galerie qui va freiner l'aérodynamisme. Ou pareil, d'avoir se balader avec le coffre plein. Mais voilà, ça, je vous conseille de vous lancer si vous avez l'occasion cet été d'utiliser la voiture, de vous lancer dans l'éco-conduite. On passe à la piste d'action suivante, qui est très importante, c'est je prévis des sports et des loisirs à faible impact environnemental. Donc là, ce que je vais vous demander de faire, c'est soit vous pouvez prendre la parole, soit vous parlez le chat, je crois qu'il marche maintenant le chat, soit vous utilisez WooClap pour mettre directement vos réponses. En fait, là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'une fois sur place, on est en vacances. Comment choisir des activités qui sont à faible impact, qui vont pas trop altérer l'environnement? Et donc là, j'aimerais avoir vos idées là-dessus. Prix. Alors, le prix à faible impact environnemental, alors je ne comprends pas forcément ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que c'est plus cher ou moins cher? Non,
En Non? général, quand t'as pas de thunes et que Ouais, tu veux faire des trucs pas chers, bah, ouais, ça te coûte pas grand-chose parce que moi, je fais des vacances pas chères, donc je ouais, fouille dans les trucs gratuits. Donc, c'est par exemple aller se baigner au lac, aller se faire une rando. ouais, Voilà, c'est le genre de choses, ça coûte pas cher. complètement. Et Les l'impact randonnées, écologique, il est minuscule. complètement. Les randonnées, il y a un moindre impact. Le, et puis Contrairement par au jet rapport, ski, tu vois. voilà, merci, je l'avais sur le bout de la langue. Le jet ski et les quads, ça se fait de plus en plus, c'est terrible. Mais Les oui, Ça bousille l'écosystème. mais là, pour moi, c'est même pas, enfin, relativement au jet ski et au quad, je ne comprends pas que ce soit pas toujours interdit, ce genre de Mm. truc. Tellement. J'arrive Ça, pas à mettre dans le cerveau de quelqu'un qui ouais, utilise un jet ski, j'avoue. ça viendra peut-être, il y aura des restrictions à terme, je ne serais pas étonné. De même que les quads, hein, bien sûr, ben, tout ce qui est Oui, parc oui, non, mais naturel et tout, ils sont interdits. Et on parlait aussi de vacances pas chères, comme le disait Rachel, ben, les randonnées, faire du canoë en famille, voilà, c'est des activités Du vélo, ouais, les randonnées en tu vélo, vois, bien tu sûr. loues des vélos. Et, C'est sympa. et je peux même vous parler de quelque chose, d'une activité moi, que j'affectionne beaucoup, c'est combiner randonnée et ramassage de déchets. Alors, il suffit de se balader avec un sac plastique, toujours, ou avec un sac tout court. Et bah, quand vous marchez, vous ramassez les déchets. Alors attention, hein, avec les enfants, à les prévenir de ne pas mettre les mains dans les poubelles et tout. Avoir éventuellement un gel hydroalcoolique. Mais ça, c'est vraiment un bon moyen. Et ça devient une vraie activité ludique. C'est incroyable. Et quand vous rentrez, ben, vous savez où il y a le conteneur de tri et vous ramenez les déchets, vous les mettez dans les bons bacs, les bons conteneurs de tri, qu'on appelle les clean walk. Vous avez dû entendre parler, c'est très à la mode, ou les marches propres. Et énormément de déchets plastiques à ramasser sur la plage, notamment. Il y a des endroits où c'est vraiment. Et vous pouvez vraiment, voilà. Si vous avez des enfants, c'est une activité qui permet de sensibiliser à l'environnement. C'est une activité ludique qui coûte pas cher et où, pour le coup, vous allez vraiment avoir un impact très positif sur l'environnement. Autre idée de sortie ou d'activité loisir à faible impact. Et puis, on va passer aux pistes d'action suivantes. On arrive à la fin. Je privilégie le commerce local, la restauration locale et les circuits courts, bien sûr. Est-ce que vous connaissez l'adage « À Rome, on vit comme les Romains » ? En général, c'est très bien d'adopter le mode de vie de l'habitant. En général, à part si vous êtes aux États-Unis, n'adoptez pas le régime alimentaire des Américains. Mais si vous êtes dans un pays, par exemple du Maghreb, bah, adoptez voilà, les us et coutumes locales. C'est déjà une manière de respecter les us et coutumes. Et c'est surtout, en fait, bah, si ces us et coutumes ils existent au fil des âges, c'est parce qu'aussi ils ont un intérêt et sont souvent faiblement impactants. C'est la nourriture qui est produite localement plutôt que la nourriture importée, ce genre de choses. Ça fait travailler les gens sur place. Donc à Rome, vivre comme des Romains. Donc j'ai rarement adopté le mode de vie local. Et puis ça fait partie Alain le mentionnait, c'est vraiment ça les vacances, hein, c'est avoir un nouveau regard, c'est expérimenter des nouvelles manières de vivre. On parlait tout à l'heure des marchés. Ben, vous vous renseignez sur les horaires de marché auprès de votre hôte, par exemple, pour faire vos courses plutôt qu'au Lidl, faire les courses au marché localement. Et puis si vous devez acheter des souvenirs, ben, c'est là l'occasion de le faire dans les circuits courts chez les artisans, plutôt que bien sûr des gadgets made in China. Là-dessus, je pense que on est tous d'accord, voilà. Essayer de faire marcher le commerce local, qui utilise généralement des ressources locales. Quelqu'un veut témoigner là-dessus? Moi, je témoignerais juste que je suis un fan des marchés. En effet, Ah, les marchés. Et qui ne sont pas forcément aussi faciles que ça à trouver. Mais il y en a, ouais, plein de bons souvenirs. ouais. Alors les marchés aux poissons, effectivement, c'est aussi comment dire, c'est souvent très vivant, c'est souvent un feu d'artifice de couleurs, d'expérience sensorielle complètement, ouais. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver parce que des fois c'est des endroits qui sont un peu qui sont un peu pas facilement accessibles. Il faut se renseigner, il faut demander. Sinon, la solution, bien sûr, c'est d'aller dans les supermarchés. Euh, et bien sûr, la restauration locale, hein. Bien sûr, faire travailler les locaux, découvrir les plats du pays, ça paraît une évidence, mais voilà. On va passer sur la dernière piste, c'est je prends soin de la faune et de la flore. Est-ce que vous avez des exemples de bonnes pratiques? Donc là, je vous invite en fait à, pareil comme on l'a fait, soit vous prenez la parole, soit vous pouvez directement via Booklab mettre quelques pistes d'action. Des bonnes pratiques pour protéger la faune et la flore. Bah, en randonnée, je fais pas mon bouquet de fleurs.
Merci Alain, Voilà. complètement. Voilà. Et si jamais vous avez la tentation de faire un bouquet de fleurs, en fait, il faut vous renseigner sur les espèces qui sont menacées, ou alors des espèces dont vous savez pertinemment qu'elles ne sont pas menacées, ça va être des marguerites, ce genre de choses, mais complètement, voilà. Et le mieux, c'est d'éviter de prélever de la faune et de la flore. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour respecter la faune et la flore? Si vous vous baignez pendant la baignade, est-ce que vous avez une idée? Pour éviter Ah, de... les protections solaires, les trucs Ouais. comme ça. Alors là, j'avoue que je suis un peu perdu, moi, là-dedans, hein. Alors Alain, je vous donne quelques On dit de les mettre conseils. une demi-heure avant, Ouais, de les mettre une demi-heure avant pour que ça pénètre un petit Ouais, peu alors, dans sauf la qu'une peau. demi-heure avant, après, ça n'a plus d'effet. ça fond un peu. Mais faut pas les mettre trop pas à l'avance et non plus au dernier moment, sinon ça dissout dans l'eau. Par rapport à ça, Ouais, il y en a qui sont un peu plus respectueux d'autres. Là, moi, je sais que cette voilà. année, je suis plongeuse et quand on va en Corse, effectivement, parfois on est obligé d'en mettre. Le soleil, il y en a qui sont respectueux, enfin, sur l'emballage, on va dire, de l'environnement. Donc, c'est pas les mêmes. Donc, ça commence à apparaître, en tout cas, sur les produits solaires. Ouais, Après, moi, j'utilise En plus, des le vêtements t-shirt. de... Oui. voilà. En Ouais, particulier les voilà, les enfants. vêtements. Ouais, Ouais, même les les enfants adultes, hein. ou même les adultes complètement. Moi, j'en mets Le un, j'ai un t-shirt. Après, t-shirt ça manche suffit pas 3/4 et puis forcément. voilà. Ça suffit pas forcément. Ça suffit pas forcément. Oui, pour le visage, il faut quand même mettre de la crème solaire. Mais si on évite de badigeonner déjà tout trois quarts du corps, voilà. Ouais. Et sur les crèmes solaires, en fait, il faut éviter celles qui ont un filtre minéral, du silicone là-dedans, produit siliconé, filtre minéral, parce que ça abîme vraiment les coraux. Donc de plus en plus, dans les crèmes solaires, il y a des labels, mais il y a aussi, elles le mentionnent. Donc il y a des crèmes solaires qui sont plus respectueuses des coraux, hein, de la flore que d'autres. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a parlé de se balader avec un sac, hein, pour ramasser les déchets, bien sûr. Ne pas prélever, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour préserver la faune et la flore en vacances? Ça peut paraître évident, mais vous avez d'autres idées? Quand vous faites des randonnées, Bah, on reste sur le sentier. voilà, Ah, on ramène nos détritus aussi. on ramène nos détritus, bien sûr. Si vous faites un feu, alors bien sûr, là, il faut être très très vigilant, hein, c'est pas des endroits. Alors, s'assurer que là où vous faites un feu, c'est possible, bien sûr. Si vous fumez, bien sûr, avoir une petite boîte, vous savez, en fer pour mettre les cendres, parce que voilà, ça évite de laisser des mégots par terre Oh et là là, de contaminer l'eau et la terre. c'est honteux là. Alors moi, je suis une petite fumeuse, hein, Ouais, mais mes mégots, je les ramasse. Voilà, je les ai jamais traînés. Et puis en général, quand je pars en rando, j'ai même pas de cigarette sur moi. Et c'est ouais, hallucinant ce nombre de personnes. L'année dernière, je me suis pourrie avec une fille au site de Gaverny. Donc tu vois, tu es à côté, hein. Parce que voilà, elle a balancé son mégot par terre. alors écoute, Voilà, c'est sécheresse dans le sud, elle balance le mégot par ouais, terre. Et là, c'est j'ai inconscient. halluciné parce que j'ai Mm, été la seule à lui dire quelque chose, mm, alors que 2 semaines plus tôt, il y avait eu 3 pompiers qui étaient morts à Carcassonne, hein, dans les mm. incendies. Mais en fait, à chaque fois, je passe pour la méchante, hein, parce que j'explique aux gens que non, ça ne se fait pas. Ouais. Et Désolée, j'aime c'était mon coup beaucoup de ce que gueule, pardon. ouais, merci Rachel. On a le droit au coup de gueule, hein. Pas trop de débat, mais on a le droit à un petit coup de gueule. On a tous le droit au coup de gueule. Ah, ça fait du bien. Et surtout, Rachel, tu me fais penser, les vacances, c'est l'occasion de faire des détox. Donc, les cigarettes, si vous fumez, en fait, souvent, c'est l'occasion. Vous êtes dans un environnement différent, vous êtes plus au travail, moins stressé. C'est l'occasion peut-être de commencer c'est un bon moment pour arrêter. Pareil sur le numérique. Pour celles et ceux qui ont participé à l'atelier numérique responsable, les vacances, on se dit, je vais essayer de me déconnecter, j'embarque des livres plutôt que passer du temps sur les réseaux. Au passage, ça augmente mon empreinte numérique si je passe trop de temps sur les réseaux. Et en particulier, j'ai oublié de le dire, hein, mais quand on arrive sur place, n'utilisez pas la 4G, connectez-vous au réseau Wi-Fi, bien sûr. Donc, les vacances, c'est un bon moment aussi de déconnexion, de se ressourcer. Et quand on se ressource et on déconnecte, on a moins d'impact aussi des fois. On arrive à la fin. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'idées. Je vais aller assez vite parce que pour aller plus loin, je pense que beaucoup de gens connaissent Ecofrugal. N'hésitez pas à rejoindre la communauté Ecofrugal, hein, à vous inscrire sur le site. Ça permet de voir les gens qui sont proches de chez vous, qui appartiennent à la communauté, d'échanger avec eux, des bons plans, des bonnes adresses, voilà, de faire un atelier ensemble, pourquoi pas. Le guide Ecofrugal, voilà le lien, celles et ceux qui connaissent l'ont déjà, mais sinon vous pouvez les récupérer sur le site directement. Calculez votre empreinte carbone. Alors ça, faites-le.
Si vous ne l'avez jamais fait, je vous encourage à le faire sur le site d'Ecofrugal parce que vous pouvez le mémoriser et vous verrez en fait d'une année à l'autre, suivant que vous prenez l'avion ou vous faites une destination lointaine ou pas, bah, ça va totalement changer. Moi, par exemple, c'est 3,5 tonnes là, cette année. Et si jamais, par exemple, j'allais aux États-Unis l'an prochain, bah, je passe directement de 3,5 tonnes à 4,5 tonnes, voire 5 tonnes. Donc, c'est intéressant de suivre un peu l'évolution de son empreinte carbone au fil de l'eau. Et ça, c'est ton bilan carbone à toi? Ouais. Alors, dans la communauté Ecofrugal, j'en précise, j'en profite pour en parler. 10 tonnes, c'est la moyenne par Français, mais en fait, il y a énormément de personnes qui sont déjà à 5 tonnes. La communauté Ecofrugal, en moyenne, sur tous les calculs, on a fait les moyennes, c'est à peu près 5 tonnes. Donc, ça prouve déjà qu'on peut faire la moitié du chemin, voire plus. Donc, je trouve que c'est assez rassurant, parce que souvent, on nous dit, voilà, les impacts individuels sont négligeables. C'est pas vrai, hein. On peut déjà faire la moitié du chemin facilement. On n'a pas besoin d'être des héros, au contraire, on améliore sa qualité de vie. Je vous encourage vraiment à calculer votre empreinte carbone. Juste pour finir, les ateliers, on a fait en visio aujourd'hui. Cet atelier qu'on a fait, il n'existe pas. Il n'y a pas de box, hein, c'est une première. Mais ce que vous pouvez faire, moi, je peux vous envoyer le déroulé si un jour vous voulez le partager, le refaire avec d'autres personnes. Et puis après, on a nos ateliers sur étagère, que vous voyez là, le kit alimentation, le kit zéro déchet. Donc ça, c'est très simple. Vous inscrivez sur le site et ensuite, on vous envoie la box. C'est gratuit, j'insiste, avec des produits zéro déchet, par exemple, en rapport avec la thématique, le kit d'animation. Et vous pouvez faire ça avec vos collègues, vos amis. Je rappelle que chez Orange, il y a plusieurs milliers de collaborateurs qui ont déjà fait des ateliers, surtout en visio. Mais maintenant que le Covid reflue, on retouche du bois. Voilà. L'idée aussi, c'est d'en faire en présentiel. Voilà, ça crée du lien. Bon, voilà les étapes, voilà, rapidement. Et puis, pour finir, peut-être ce que je voudrais vous dire en conclusion, c'est qu'on est vraiment tous porteurs de solutions. Il n'y a pas besoin d'attendre un avenir hypothétique où tout sera mieux. On voit bien que aujourd'hui, si on mutualise toutes nos solutions, on peut arriver à des vacances éco-frugales à bon impact. Et que si on mutualise, on coopère. Il y a même Rachel qui disait, voilà, en vacances, on répartit la liste des affaires pour pas que tout le monde fasse des doublons. Ça crée de la coopération, ça permet de réduire son impact. Et j'insiste vraiment sur l'échange, la coopération pour avancer sur le chemin de la réduction de son impact. Voilà, on n'est pas très nombreux aujourd'hui, mais vous voyez déjà quand même pas mal de matière. Et si vous voulez partager vos impressions, voilà, n'hésitez pas, vous pourrez le faire même après que la visio sera terminée. Celles et ceux qui le souhaitent, je vous enverrai le déroulé. Et puis surtout, ceux qui n'ont pas encore pris de vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances, les Haussiens, ou ceux qui prennent des vacances cette semaine. Et puis, je vous dis à la rentrée, c'est le dernier atelier éco-frugal qu'on fait à la VBN. Mais il y en aura d'autres. N'hésitez pas à les suivre sur le site d'Ecofrugal et à nous contacter, Kenza et moi, voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous. Des questions, des commentaires avant de partir. Je garde encore quelques secondes si vous voulez. Bonnes vacances, merci. Merci et bonnes vacances. Merci, bonnes vacances. Merci à Merci toutes et à Philippe. tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Philippe, bonnes vacances. Merci Philippe. À bientôt. Merci à vous Au revoir. tous. Au revoir.